sur pied aussi une plateforme qui s'appelle EcoCompass pour rassembler les entreprises et les inciter à appliquer les critères de développement durable. Alors, c'est juste quelques exemples parmi beaucoup. J'aimerais terminer aussi en évoquant encore un domaine qui est très à la mode, mais qui j'espère, débouchera sur des bonnes perspectives concrètes. C'est la dimension des quartiers. Avec l'Office fédéral de l'énergie, on a lancé un programme quartier durable et nous allons soutenir, on a fait un appel à candidature et nous allons soutenir 18 communes qui ont un projet de développement durable. Et notre soutien consiste à leur mettre à disposition un expert pour utiliser un outil qui s'appelle Quartier durable BICE-MEO, qui comprend les 3 volets du développement durable et qui va permettre d'améliorer le projet. Alors il y a aussi un projet à Genève ou dans la région. Ici, peut-être comme exemple, vous avez des images d'un quartier de Bâle. En fait, il y a beaucoup de projets de quartier pour le moment, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont réalisés de manière durable. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder ces différents exemples sur notre site. Et pour terminer, voilà, vous avez vu qu'on a des bases légales, on a des bons exemples, que l'ancrage politique est important si on veut que ça dure, et puis qu'à plus long terme, notre but est d'intégrer le développement durable dans tous les domaines et à toutes les échelles du territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais focaliser effectivement uniquement sur ce qui est en lien avec l'économie durable. Peut-être juste vous dire que, dans le fond, à Genève, on a une loi expérimentale en ce sens que tous les 4 ans, elle est caduque. C'est une loi biodégradable. Et elle nous permet en fait de nous remettre en question finalement tous les 4 ans, de se reposer la question est-ce que oui ou non on a avancé sur cette thématique du développement durable. Et si, dans le fond, les députés ne nous font plus confiance, il n'y a plus de loi agenda 21. Si on a parfaitement réussi, il n'y a plus de loi agenda 21. Dans les 2 cas, il y a toujours une loi agenda 21, donc probablement de faire des conclusions. Peut-être, je voudrais commencer par une chose. Si vous me regardez, je vais vous montrer simplement la philosophie en un seul geste. Ça, c'est la philosophie qu'on essaie d'adopter au service national du développement durable. C'est pas simplement une boutade. Quand j'étais étudiant à l'université, on avait un prof qui nous a un petit peu assommé avec les lentilles conceptuelles. Alors il nous a dit attention, il faut travailler sur les lentilles conceptuelles. Quelle est la façon de regarder le monde? Effectivement, quand on parle de développement durable, avant tout, je pense que c'est une façon de regarder. Alors on rentre toujours après dans le sectoriel, parce que quand on sait penser systémique, on ne sait pas agir systémique. Mais avant tout, effectivement, la philosophie qui était derrière le travail du service du développement durable a toujours été d'essayer de faire changer de lunettes aux gens ou de leur faire porter des lunettes, ils n'en pensaient pas. Quand on parle de développement durable, également, on fait face à la complexité. La complexité, c'est ce qui est compliqué, puis en plus imprévisible finalement. Et vu qu'on m'avait désigné une fois volontaire pour un cours de management, j'avais quand même appris quelque chose. Et il y avait justement le management de la complexité. Moi j'ai retiré 3 trucs intéressants et je crois que dans le service on a toujours essayé de rebondir sur ces 3 éléments. Le premier, face à une situation complexe, il faut de la connaissance et de la compétence. Et je parle évidemment des acteurs, c'est-à-dire quand on débarque et qu'on doit appliquer une loi sur l'agenda 21 cantonal, le service est tout petit. Ça a commencé par 2, 3, 4, puis maintenant c'est 5, je pense, pour le directeur qui est dans la salle, donc c'est 5,6 postes, quelque chose comme ça. Donc c'est un tout petit service pour 450 000 habitants, et même si on veut étendre à l'agglo, parce que l'action évidemment ne s'arrête pas à la frontière, j'ose espérer, il faut travailler sur les acteurs. L'effet multiplicateur, on parlera après. Donc connaissance et compétences, donner des outils, donner la connaissance aux différents acteurs. Deuxième, c'est réseau de partenariat. C'est le fameux l'union fait la force.
On le voit par exemple dans les achats professionnels, j'aurai l'occasion de l'évoquer. Si on est tout seul, on ne représente rien. Et puis on a beau avoir des super objectifs, on est peu considéré parce qu'on n'a pas de poids. Et donc il faut avoir du poids. Donc le réseau, le partenariat sont des choses qui permettent d'avancer, évidemment d'échanger les bonnes pratiques, hein, on en parlait tout à l'heure, et c'est un des axes. Et puis la troisième, et ça j'aimerais insister très très lourdement là-dessus, c'est la capacité d'adaptation. On est face à une situation complexe. Tout le monde aimerait, ça fait 10 ans qu'on essaye on pose des questions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le développement durable là maintenant, comme ça tout de suite, là, la règle d'or. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est une situation complexe. Et donc, il faut avoir une souplesse. On ne peut pas adopter un critère en 2001 qui soit valable en 2010. Bien sûr, il y a des stratégies, disons, qui ne changent, qui ne varient pas. Mais par contre, effectivement, si on n'est pas souple, je pense notamment une fois de plus à la politique d'achat. Si vous fixez un critère aujourd'hui pour une politique d'achat, disant voilà, il est valable pour 20 ans, ben, le risque, c'est que votre critère soit totalement obsolète dans 2 ans, parce que soit la technologie aura avancé, soit un nouvel éco-bilan ou une nouvelle recherche aura montré que votre critère n'est pas pertinent du tout. Donc, la souplesse et la capacité d'adaptation, c'est probablement ce qui est le plus difficile, parce que plus on vieillit, plus c'est difficile. La présentation, c'est 2 axes, grosso modo, parce que c'est quelque chose aussi qui est assez important. Il y a les termes qu'on aborde, il y a tout le côté, dans le fond, thématique quand on parle de développement durable. Ça, c'est important, mais il y a aussi la démarche. Le processus est capital. Si on a un mauvais processus, même si le fond y est, on a de la peine à y travailler. Ce que je vais essayer de prendre très très rapidement, je vous rassure, c'est 4 thèmes principalement. La production responsable, mais en fait, il y en a 2 qui sont collés. Production responsable et management durable. J'expliquerai en 2 mots tout à l'heure. L'écologie industrielle, pour lequel le canton a été quand même un des territoires pionniers, parce qu'on a aussi beaucoup, parce qu'on a eu la chance d'avoir un des grands théoriciens d'écologie industrielle sur le territoire. Et puis l'achat professionnel, qui effectivement est un peu le dernier né de ce service et sur lequel on fonde pas mal d'espoir. Puis au niveau des démarches, quand on est une collectivité territoriale, et qu'une fois de plus on veut donner de la connaissance, de la compétence du réseau aux acteurs, aux différents acteurs du développement durable, ben on travaille sur des guides, on a fait un certain nombre de guides méthodologiques, dont je parlerai d'un de ces guides tout à l'heure, des conférences, par exemple, donc aussi transmission, évidemment, transmission de connaissances, des entreprises pilotes, je parle toujours d'économie, hein, bien sûr, des entreprises pilotes, c'est-à-dire non seulement il y a la théorie, etc., mais il faut accompagner les gens. J'évoquerai tout à l'heure le fait qu'on a travaillé avec des PME, et surtout en fait des TPE, donc petites et moyennes entreprises, mais surtout des TPE, des très petites entreprises. Quand vous allez voir un chef d'entreprise, je sais pas, un boulanger par exemple, un boulanger qui envoie chez vous, si vous lui parlez de développement durable, d'abord il va vous regarder quand même un tout petit peu avec des yeux ronds. Puis après, quand vous lui dites qu'il faut qu'il fasse un effort par rapport à son entreprise, il va vous dire moi ce que je sais faire c'est la boulange. Je suis pas manager de développement durable. Et donc, il y avait un travail à faire avec ces TPE. Travail malheureusement, vu les ressources du service, on a fait ce qu'on a pu, mais c'est un travail très important de travailler sur le terrain avec les acteurs. Et puis la formation, parce que, une fois de plus, la connaissance, c'est quelque chose d'assez important. Alors, on commence par management durable et puis production durable. Donc, l'idée, c'était de se dire, un des acteurs clés, parce qu'on a travaillé effectivement sur 3 acteurs. Le premier, c'est les communes, les collectivités locales. Tout à l'heure, Anne Dupasquier a évoqué ce point-là. Il était important qu'à toutes les échelles du territoire, évidemment, cette thématique du développement durable soit saisie. Et c'est vraiment le cas à Genève, puisqu'on a un taux, je crois, de 80 ou 85% de la population de Genève vit dans une commune engagée dans une démarche de développement durable. C'est quand même assez bon. On triche un peu parce que c'est un petit territoire. Et puis la ville de Genève, c'est 50% de la population. On est un peu aidé. Mais malgré tout, c'est un bon. Le premier travail, c'était, le deuxième acteur, c'était les entreprises. Et une fois de plus, on ne veut pas travailler avec Procter & Gamble, parce que Procter & Gamble a des spécialistes qui sont 100 fois meilleurs que nous s'ils veulent, pour mettre au point une stratégie de développement durable, mais avec le tissu économique genevois, c'est-à-dire 97% des entreprises à Genève sont des PME ou des TPE. Et puis c'est à peu près 70% des emplois. Donc le tissu économique auquel nous on pouvait s'intéresser, c'était fatalement ce tissu-là, qui avait le plus besoin aussi d'un accompagnement, de soutien. Donc il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été faits, un guide PME et développement durable,
Ce guide que vous pourrez, tous les outils dont je parle sont accessibles sur Internet, vous pouvez les télécharger librement, etc. Ils sont en plus, il y a un stand du service comptable du développement durable, je fais un peu de pub, j'en ferai tout de suite. Il y a un stand du service du développement durable juste dehors, n'hésitez pas à y aller, il y a plein de documentation passionnante. Cet outil, dans le fond, c'était dans l'idéal qu'on avait au tout début, on l'a fait en 2003, enfin il est publié en 2003. Je voulais juste dire la démarche qui est intéressante, c'est de travailler avec les partenaires, c'est-à-dire que les représentants des entreprises ont travaillé avec nous, ça n'a pas été une chose facile. Hein. Le développement durable, on a commencé à travailler en 2002, je peux dire que les milieux économiques n'étaient pas non plus hyper enchantés de commencer à travailler sur cette notion-là, mais on l'a fait, main dans la main avec eux, et on a pu faire ce guide. L'idée, c'était d'avoir un outil clé en main. Vous avez une boulangerie, vous prenez le guide PME, tac, vous savez exactement comment faire pour intégrer le développement durable dans votre boulangerie. Évidemment, c'était un fracas total parce que si vous êtes boulanger, vous recevez le guide, vous le rangez au mieux dans votre bibliothèque et puis il prend un petit peu de poussière. Donc, il y a eu un travail de conférence derrière pour aller inciter les entreprises. Conférences qui ont assez bien marché. Mais je dirais que la troisième et mesure probablement la plus importante qu'est en train de mener le service du développement durable, c'est l'accompagnement. Partenariat avec la Haute École de Gestion à Genève pour accompagner un certain nombre de PME. Je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine de PME qui sont accompagnées, c'est des mini-audits, on appelle ça, et qui incitent comme ça les entreprises à intégrer le développement durable. Deuxième point important, c'est le stimulus. Vous voyez là, le petit dessin de Mixeronix là-haut, donc c'est les prix cantonaux du développement durable, c'est dire voilà, on va apporter de la reconnaissance à un certain nombre d'entreprises qui font des choses. Alors, ce n'est pas uniquement des entreprises, en l'occurrence, c'est aussi des associations ou d'autres institutions. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont vues récompensées et donc on a attiré l'attention sur leurs efforts. Ça, c'est une chose qui paraît évidente aujourd'hui, mais il est clair qu'il y a énormément d'entreprises qui font des choses assez épatantes en termes de développement, d'intégration de développement, mais qui n'en parlent pas. Ça se fait à l'interne. Et c'est dommage parce que ça ne crée pas finalement cet effet boule de neige dont on rêve. Deuxième point, très rapidement, l'écologie industrielle. Tu m'arrêtes ici, je suis trop loin. L'écologie industrielle, ça c'est capital parce que finalement c'était l'idée de se dire, quand on parle de développement durable, on peut travailler à l'échelle des entreprises. Ça c'est une échelle intéressante, pertinente, on l'a vu pour le management. Mais on peut aussi travailler à l'échelle de l'écosystème, du système des entreprises. Et ça, l'écologie industrielle, c'est vraiment l'idée. C'est de se dire, travaillons à l'échelle du système économique et regardons les flux de matière. De la même façon, dans un système environnemental, on regarde les flux de matière, hein, la chaîne trophique, etc. Donc là, c'était l'idée de dire comment rationaliser au maximum les flux de matière à l'échelle du canton. On a fait une étude de flux à l'échelle du canton. Et puis, cette étude de flux a débouché très concrètement sur ce que vous avez sous les yeux. Bon, ce n'est pas la seule chose, mais c'est, je pense, la chose la plus remarquable qui est issue de cette étude de flux. On a étudié 7 gros flux, l'eau, les matériaux de construction, l'alimentation, l'énergie, etc. Et la plus belle chose, c'est qu'on s'est aperçu que les flux, finalement, de matériaux de construction, c'était parmi les plus gros flux qu'on avait sur le canton de Genève. Or, on a un problème à Genève. C'est un tout petit canton, et il n'y a plus de trous, il n'y a plus de cailloux. Je m'explique, il n'y a plus de cailloux parce qu'il n'y a plus d'endroits où on peut creuser pour avoir des gravières. Hein, et puis, il n'y a plus de trous pour combler avec les matériaux de démolition. Quand on démolit une maison, il faut bien mettre les cailloux quelque part. Alors l'idée, justement, avec cette échelle de flux, c'est de se dire, les cailloux qui sont utilisés quand on casse en fait, un édifice, on récupère les cailloux, on les traite d'une certaine manière, et on les réutilise. Et là, vous avez plus de 14 ou 15 applications, en fait. Ça, c'est un travail qui a été mené avec les constructeurs. Une fois de plus, pour la démarche, c'est pas 10 intellectuels de l'État qui se sont mis autour d'une table parce qu'ils étaient positifs pour tout le monde. C'est un travail avec les professionnels qui ont dit de quoi ils avaient besoin, quelles étaient les qualités finalement de ces matériaux, parce que c'est bien beau de recycler, mais si tout d'un coup votre maison s'écroule sur vous, c'est un petit problème. Donc voilà, là vous avez Ecomat, tout ça c'est accessible sur Internet, hein, mais voilà une réalisation très concrète et qui part d'une réflexion à la base. Quels sont les flux qui traversent notre société? Dernier point, c'est les achats professionnels. On a fait un outil, un guide de l'achat, des achats professionnels responsables. Tout à l'heure, Anne signalait que c'était environ 40 milliards pour les marchés publics, mais là, elle parlait effectivement des marchés publics. Imaginez si on additionne à cela tout ce que les entreprises achètent. Donc, vous voyez bien que l'achat professionnel en soi est un levier extraordinaire. Et là, on a vraiment cet effet multiplicateur. Hein, si on arrive à travailler sur ce domaine-là, et si toutes les entreprises et toutes les administrations commencent à intégrer cette notion d'achat professionnel, on a un effet multiplicateur
indicateurs énormes et on a un vrai impact en termes social, environnemental et économique sur la durabilité de nos économies. Ce guide, il est, que vous trouvez aussi sur Internet, je ne sais pas le dire, mais il a des parties, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est sensibiliser. Sensibiliser parce que dans une entreprise ou dans une administration, si vous n'avez pas sensibilisé la tête, il ne se passe jamais rien. Donc, il y a un côté un petit peu, je dirais, pédagogique. On introduit des notions générales, on explique pourquoi l'aluminium peut être préféré dans la construction parfois, parce que il a un impact énergétique catastrophique. Bref, il y a un certain nombre de données là-dedans qui permettent de choisir, de faire des choix, de faire des choix pour les décideurs. Et puis, un outil très pratique pour l'acheteur, parce qu'il y a les deux niveaux dans l'entreprise, dans l'administration. Il y a celui qui décide tout en haut, et puis il y a celui qui va faire l'offre d'achat, l'appel d'offres. Et donc là, c'est des outils très pratiques. Là, vous avez concrètement un exemple. Il s'agit de mobilier, et disons, l'intérêt de cet ouvrage pour les praticiens, pour les acheteurs, c'est que non seulement à gauche, vous voyez les critères, mais à droite, vous voyez ce qu'on appelle les preuves, ou les labels, ou comme vous voulez les appeler. L'idée, c'est de dire, c'est bien beau de dire, il ne faut pas que mon élément en bois contienne du formaldéhyde, mais comment je fais? Moi, je suis acheteur, j'ai été formé pour acheter le produit le moins cher, je sais absolument, je ne connais rien au formaldéhyde, je ne suis pas chimiste. Comment je fais pour être sûr que l'entreprise va me vendre quelque chose de correct? Et bien là, par exemple, si vous avez le label nordique écolabel, vous pouvez sans problème vérifier que ce critère est intégré. Donc c'est vraiment une aide, une fois de plus, un outil pour aider, soutenir les acteurs dans cette démarche d'intégration du développement durable. Avec 3 échelons, vous avez une couleur foncée qui est la base légale. Alors vous allez me dire, pourquoi vous mettez ce qui est légal? Si c'est légal, c'est obligatoire. Mais évidemment, on ne vous pas dans le monde des bisounours, tout le monde sait que même ce qui est légal parfois n'est pas respecté, ou n'est pas connu, tout simplement pas connu. Dans le deuxième étage, je suis fini, le deuxième étage c'est plutôt l'encouragement, et en blanc, ce serait l'idéal dans un monde parfait. Vu qu'on a fait signe que c'était beaucoup trop long, je ne vous parle pas du tout de ce diagramme qui parlait de la consommation responsable, de la fête du développement durable, c'est-à-dire tout le lien avec les individus, parce que c'est bien de travailler avec les entreprises, mais il faut parler aussi des individus. Mais je fais quand même un petit peu de pub pour le service du développement durable qui organise avec la Chambre de commerce et puis la HEG, les rencontres du management durable. Vous voyez donc que c'est toujours d'actualité, ce genre de... Donc ça, la prochaine, c'est le 18 novembre 2011, et je vous invite à aller sur le site du service. Enfin, c'est la conclusion. Je pense que nous, tous les tenants du développement durable sont en culotte rouge sur ce dia. Et donc, on est quand même face à quelque chose de complexe. Effectivement, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se dire qu'on n'y arrive pas, mais il faut reconnaître qu'il est extrêmement difficile d'avancer vers un développement durable au niveau d'une collectivité locale en tout cas. Et puis, une chose importante, il me semble, on parle beaucoup dans l'économie durable de la technologie, on parle des clean tech, etc. N'oublions pas que ce qui change vraiment une société, c'est les comportements, c'est l'homme. Et moi, quand on parle d'innovation technologique, je dis bravo, mais j'aimerais aussi que l'innovation sociale soit au cœur de ce débat. Voilà, merci beaucoup. Pour réaliser sur notre économie. Vous le savez probablement, Megève est situé sur un col, c'est un haut bassin versant. Et ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Alors Megève, c'est une petite commune de 4000 habitants permanents, et habitants à l'année, qui vivent de deux choses, de l'agriculture et du tourisme. Bien majoritairement du tourisme, puisque je ne connais pas un agriculteur, que ce soit Louis Caron, qui ne sera monoristique. On a 40 000 lieux touristiques, et dans ces 40 000 lieux touristiques, eh bien, on a très peu de marchands, ce qui veut dire qu'on est confronté à de grandes périodes où, malgré tout, on a d'activité, mais pas forcément beaucoup de monde. Par contre, des grandes périodes où justement tout le monde est là, c'est la fin d'année, où on a les 40 000 lits occupés, avec les gens qui viennent travailler, les saisonniers, et bien évidemment ceux qui peut-être sont partis en vacances sont revenus, en attendant, là cette fois-ci, les vacanciers en destination neige, en destination ski. On est obligé d'en parler, et si aujourd'hui, nous qui sommes à 1100 mètres d'altitude, nous avons des réflexions par rapport au futur, par rapport au changement climatique, eh bien aujourd'hui, on serait plus de 80% des rentrées économiques sur la commune sont liées directement ou indirectement au tourisme.
Alors effectivement, on a été récompensé à diverses reprises, et la deuxième Marianne, celle qui m'a été attribuée l'année dernière, eh bien, elle est venue d'une façon un peu étonnante quand on parle de développement durable, parce que c'est lié à tout ce que l'on a pu faire pour justement traiter la neige, quand il y en a beaucoup, comme ça, mais quand il y en a beaucoup sur la route, eh bien, nous avons mis en place un plan de viabilité hivernale un peu particulier, que je vais essayer de vous présenter au moins dans les actions concrètes. Je vous rappelle, en montagne, il y a encore un siècle, un bel hiver, c'était un hiver sans neige. On a changé d'avis depuis quelques temps, et malheureusement, on sera peut-être obligé de faire aussi comme le faisaient les anciens, malheureusement, dans quelques décennies. Alors, pour notre plan de viabilité hivernale, eh bien, nous avons mis en place tout un système de salage, puisque notre clientèle, eh bien, elle veut pouvoir skier, elle arrive un jour de beau temps, on les commande un jour couvert pour pouvoir faire ses courses et dépenser un peu dans les commerces, et quand elle repart, le dernier jour, eh bien, on fait en sorte qu'elle revienne. Mais quand des citadins arrivent à la montagne, eh bien, ils ont froid, ils glissent, et ils sont rassurés quand on a pu leur permettre d'arriver tranquillement. Nous avons donc bien organisé notre plan de viabilité hivernale, nous avons 80 km de voirie, et donc on racle bien avant, et ensuite nous avons mis en place un système de salage, mais humidifié et surtout guidé par GPS. Je vous donne un exemple. Le chauffeur qui part le matin très tôt pour ouvrir la voie, eh bien, imaginons, il arrive sur un rond-point, c'est-à-dire un rond-point français, enfin non, anglais, ceux autour desquels vous tournez. Imaginons qu'il aperçoit quelqu'un à côté, il fait un petit coucou, c'est comme ça se passe, hein. Si vous déconnez en matin, vous verrez. Et à ce moment-là, imaginons avec le système ancien, il tourne, il fait 2 fois le tour du rond-point, on fait 2 fois du sel, tout simplement. On est sur le versant sud, on a réglé son salage, on fait pareil sur le versant nord ou en bordure de ruisseau. Et bien donc là, nous avons un système qui permet de saler d'une façon raisonnée et un salage bien moins important puisque le grain de sel enrobé agit à une température différente et beaucoup plus basse. Alors, on surveille cette neige, mais aussi on est obligé de la produire. Parce que, je vous rappelle, la décision de venir à la montagne, c'est souvent le ski qui la provoque. Eh bien, nous avons travaillé sur cette production de neige. Là aussi, je dois vous dire, nous avons beaucoup travaillé à Megève sur tout ce qui est eau. Nous avons eu des sommets mondiaux de l'eau en montagne. Et cette neige, nous la produisons avec, là aussi, beaucoup de soins. Nous avons changé complètement nos systèmes d'enneigeurs de façon à produire plus de neige avec 30% de moins d'énergie et moins d'eau aussi. Le résultat est épatant puisqu'on a une neige très fine, très froide, qui ressemble à la neige produite dans la nature et qui résiste bien. Cette production de neige, eh bien, là aussi, nous faisons attention de la régaler d'une façon très raisonnée, puisque nous avons là aussi équipé nos dameuses de sonar, de façon à ne pas mettre plus de quantité de neige qu'il faut pour travailler, et également de GPS pour que les personnes qui travaillent, vous savez, c'est un travail de nuit extrêmement difficile, et bien pour que les personnes qui produisent ces appareils n'aillent pas forcément pousser la neige ou d'aller à des endroits qui ne sont pas forcément utilisés. Alors bien sûr, tout ça paraît à la fois artificiel, mais je ne vous cache pas que justement, dans notre conseil municipal, c'est un conseil municipal qui était nouveau, et avec des élus qui n'avaient pas l'habitude de prendre des décisions pour une collectivité, et qui me demandaient régulièrement, mais comment est-ce que je fais? Eh bien, en fait, tout simplement, dans la logique du développement durable, avec les 3 piliers que nous avons évoqués ce matin, nous en rajoutons un 4e. Peut-être que ce n'est pas politiquement correct de l'évoquer, mais c'est le pilier identitaire. Donc quand vous êtes à Megève, vous êtes en montagne, il y a un contexte économique bien précis. À partir de là, on fait les choses de façon raisonnée et dans une logique de développement durable en disant c'est en montagne et c'est nulle part ailleurs et on va le faire de cette façon-là. Alors l'été, bien évidemment, je vais parler de ces agriculteurs qui travaillent l'hiver sur les pistes. Eh bien, l'été, comme l'hiver d'ailleurs, ils produisent. Et nous sommes extrêmement attentifs à ce que l'agriculture ne soit pas une activité un peu folklorique, avec non,
c'est plus que ça, c'est une vraie production, là aussi, production raisonnée, des gens qui s'inscrivent dans la qualité. Nous avons travaillé avec le Valais et le Val d'Ost sur ces produits que nous appelons saveurs monteurs, sur des circuits courts, des circuits qualitatifs, avec, en mettant bien en avant à la fois la vie, j'allais dire, l'homme et la femme qui sont derrière, et les animaux. Nous avons encore un abattoir à Megève, je précise. C'est important. Et nous avons bien évidemment une charge d'abattage, car nous pensons aussi à la souffrance animale dans notre quotidien et dans la façon de travailler. Donc, bien évidemment, les agriculteurs sont associés et nous avons mis en place pour préparer nos jeunes plusieurs circuits liés au tourisme. Nous avons créé un martelloscope. Martelloscope, c'est quand on décide de travailler dans la forêt et qu'on décide de couper du bois, eh bien, il y a une opération qui s'appelle le martelage. On marque les arbres qui vont être coupés. Eh bien, nous avons mis en place un martelloscope qui, sur une parcelle communale, avec l'Office national des forêts, on explique aux gens, souvent des familles, pourquoi on va travailler la forêt de cette façon, quels arbres on va couper, quels arbres on va garder. Et nous avons développé un martelloscope qui est numérique, qui vous permet de voir en 20 ans ce que vos décisions auront provoqué sur la parcelle sur laquelle vous travaillez. Nous avons également mis en place un laboratoire de la biodiversité, où là, aussi, après une petite initiation en salle, avec les appareils et tout ça, eh bien, la personne qui s'y intéresse va partir avec un sac à dos dans lequel il y aura un certain nombre de choses, y compris un GPS pour se retrouver. Vous voyez, nous, la nouvelle technologie, on la met systématiquement, mais en même temps, il va pouvoir, avec son parapluie japonais, récupérer des insectes dont il aura eu insectes ou autres. Je ne vais pas vous dire les noms parce que je ne les connais pas, et qui permettront effectivement de se situer sur les territoires communaux. Voilà, je vais aller très rapidement pour vous expliquer tout ça. Nous avons eu des prix de Rhône-Alpes, mais aussi on regarde l'aspect énergétique sur notre commune, puisque le maire qui m'a précédé avait eu une médaille d'or par rapport à tout ce qu'il avait fait au niveau du palais des sports et des congrès, où on récupère les calories de la patinoire pour chauffer les piscines. J'ai rajouté bien évidemment du photovoltaïque et du solaire, mais aussi maintenant, nous qui avons la chance d'avoir une eau qui arrive par gravité, que nous avons amené dans une commune forcée, nous avions une turbine. Et il se trouve qu'en montagne, on a deux périodes d'étiage, une période d'étiage l'hiver et une période d'étiage l'été. Et en fait, c'est le moment où on a moins d'eau, et c'est le moment où on a plus de monde, et c'est le moment où on a le plus besoin d'énergie, et donc le moment où on en fabrique le moins. Et là, nous sommes associés à un chercheur qui a obtenu un prix dernièrement, qui a mis au point un système de turbinage, c'est Hydroforce, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui turbine en circuit fermé et qui nous permet un retour sur l'investissement en 4 ans, 4 ans et demi, peut-être 5 ans. Alors je vous en régale aussi avec Erwan, nous serons donc la première commune de France à avoir mis en place ce système. J'ai fait un catalogue, hein, et je ne demande pas mieux que vous ayez voir sur place, que je puisse vous montrer. Vraiment, pour nous, c'est une gestion de commune au quotidien et que c'est évidemment avec nos voisins de la vallée. Je suis avec vous. Nous allons préparer et peut-être insister plutôt sur les éléments liés à la question de la gouvernance et en quoi une politique de développement durable peut aussi affecter la façon dont une municipalité met en place ses actions, met en œuvre ses actions. La ville de Genève, donc le service que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, est un petit service de la taille à peu près du service coordination de développement durable. Sa spécificité, si j'ose dire, c'est que les choix politiques et stratégiques de la ville de Genève en matière de développement durable ont amené à deux orientations. D'abord, à privilégier ce qu'on peut appeler des politiques intégrées de développement durable, à savoir d'essayer de mettre au cœur de l'action des actions municipales les principes généraux du développement durable.
Deuxième élément important, il a été dit par plusieurs intervenantes et intervenants, que nous assistons à l'heure actuelle, et c'est aussi, je l'espère, ce sera aussi, je l'espère, un des bénéfices de Rio, de réorienter, de remettre en avant les dimensions sociales et économiques du développement durable. C'est sur cette base la politique intégrée et non pas plus rééquilibrage en faveur du social et économique que le choix de la ville de Genève en matière de programme stratégique de développement durable s'est arrêté sur un référentiel international qui est le référentiel des engagements d'Albor. Donc le service agenda matériel durable, le nouveau, il date du mois de juin, s'occupe en plus des engagements d'Albor d'autres dimensions qui visent à rendre la société genevoise plus inclusive, puisque la cohésion sociale reste une des dimensions du développement durable, sur des dimensions qui sont peu, en général, intégrées par les collectivités publiques, comme la question de l'égalité entre femmes et hommes, comme la question de la diversité, et donc la politique de développement durable du service ne se limite pas aux engagements d'Albor, comme la politique de développement durable de la ville ne se limite pas non plus aux engagements d'Albor, et je me focaliserai aujourd'hui sur ce programme stratégique. Il marche. Sur les engagements d'Albor, j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement après. Ils interviennent à un moment dans les choix politiques et stratégiques de la ville de Genève, où la ville s'est dit, après une phase importante et nécessaire de sensibilisation, de formation et d'information, comme le signalait Alexandre Epaille tout à l'heure, il était nécessaire de faire des choix qui soient beaucoup plus concrets, beaucoup plus mesurables en matière de développement durable et au travers d'un processus qui soit réellement un processus participatif. Quand je dis que le développement durable a et doit avoir des incidences sur les modes de gouvernance, c'est évidemment au niveau le plus petit, si j'ose dire, du territoire que ces nouveaux modes doivent être mis en œuvre. L'intérêt de se référer à une norme internationale n'est pas tellement dans une logique de comparaison ou de course, si j'ose dire, à la meilleure ville durable, mais plutôt de se dire, au-delà des différences culturelles, institutionnelles, politiques, économiques qui font nos villes, qui font nos communes, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre en commun, à la fois au travers du terme de bonnes pratiques et d'échanges de bonnes pratiques, mais aussi pour dépasser nos singularités, pour trouver à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale des pratiques qui ne nuisent pas aussi à nos voisins, nos voisines sur la planète. J'entends par là qu'on peut être exemplaire en matière de collectivité locale, en matière de pratiques locales, et que ces pratiques locales aient des incidences dommageables pour le reste de la planète. L'intérêt des engagements d'Albor était de nous fournir une comparaison, de nous fournir ce comparatif que nous ne pouvons pas, si je veux dire, déformer pour les besoins politiques locaux. On peut pas, évidemment, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans une politique de développement durable. Un référent international nous met sous l'œil de la communauté internationale et il part du consensus d'un certain nombre de communes qui disaient il nous faut maintenant une politique mesurable, une politique transparente, si je veux dire, du développement durable, ce qui était à la base de l'organisation qui s'appelle CLEI, qui sont donc les cités pour orienter vers la durabilité en matière aussi de gouvernance. Les deux exigences qui sont posées dans le cadre de cet engagement sont d'abord un état des lieux de la ville, ce qu'elle fait déjà en matière de développement durable, et deuxièmement un programme stratégique. Nous avons fait très rapidement en ville de Genève, nous avons répondu à ces deux exigences. Vous trouverez d'ailleurs ces documents à l'extérieur sur le stand de la ville de Genève. L'état des lieux nous a permis aussi c'est important, et ça a été aussi dit tout à l'heure, de mieux nous connaître. D'où nous partions en matière de développement durable. Les initiatives avaient déjà été prises, la ville avait déjà avancé, mais il s'agissait de rendre à la fois à la ville elle-même, en tant qu'administration, en tant qu'institution politique, mais aussi à ses habitantes et à ses habitants, d'avoir une image la plus précise possible de d'où nous partions, pour voir où nous voulions aller et selon quel cheminement. Suite à l'établissement, en parallèle de l'établissement de cet état des lieux,
un programme stratégique a été élaboré de façon participative. Les engagements d'Albor se révèlent à 10 dimensions du développement durable. À l'intérieur de ces dimensions, la collectivité peut choisir les objectifs prioritaires qu'elle entend mettre en avant, ce qui permet effectivement de partir du global et d'aboutir au local au travers de la prise en compte des particularités de la ville. Ce processus a été conduit avec à peu près une centaine de personnes, représentants du monde associatif, de l'administration municipale et cantonale, d'experts et d'expertes, et a abouti, après une validation par le conseil administratif, à savoir le gouvernement de la ville de Genève, au choix de 13 objectifs qui recouvrent à peu près les 10 engagements, c'est toujours compliqué, nous avons 10 engagements qui ont donné 13 objectifs prioritaires pour la ville de Genève. Rapidement sur ce slide-là, il s'agissait juste d'établir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons eu la phase des choix. Je tiens d'ailleurs à saluer la présence de Mme Marine Daguerre, qui a été ma prédécessrice à ce poste et qui a effectivement engagé à l'époque la ville dans le processus de sensibilisation et d'information autour du développement durable. Puis, suite aux demandes, si j'ose dire, au travers de motions du Parlement municipal, le choix de ratifier les engagements d'Albor de passer à une concrétisation effectivement de cette simple politique, si j'ose dire, de sensibilisation et d'information, et que la ville montre ce qu'elle fait, choisisse ce qu'elle fait, et soit capable effectivement de revenir vers ses habitantes et ses habitants pour établir ce qui a été un échec, ce qui a été une réussite, ou même une réorientation de sa politique. Alors pourquoi ce choix-là? Le choix, il a aussi à voir avec les modes de gouvernance, et ICLEI insiste beaucoup sur cette dimension-là. Le développement durable doit amener à une modification du fonctionnement des collectivités locales, quelle que soit leur taille, ville, canton, région. Et parce que l'administration municipale, à Genève comme ailleurs, a tendance à travailler de façon pilarisée, c'est-à-dire vraiment par spécialisation de départements, quel que soit le nom qu'on donne, l'office, etc. Or, le développement durable exige des administrations un travail réellement transversal, interdisciplinaire, qui amène chacune, par rapport à des projets, à mettre en œuvre des actions. Ce qui est très différent de ce qui a été le fonctionnement habituel de nos collectivités en Europe comme ailleurs durant le XXe siècle, et ce qui est parfois difficile avec le temps et les exigences du politique. Un mandat politique est un mandat qui a une durée, qui doit effectivement se traduire par des résultats, et des résultats qui soient entre guillemets vendables par rapport aux électeurs et aux électrices, et l'administration et la population attendent effectivement, et le développement durable exige des mesures à moyen et à long terme qui parfois rentrent en conflit avec des calendriers de temps. Donc l'idée c'est d'avoir un mode de fonctionnement de l'administration, d'avoir des objectifs, d'avoir des temps qui tiennent compte bien évidemment du rythme démocratique et des règles démocratiques, mais qui permettent aussi d'assurer la pérennité qu'exige le développement durable. La question de l'évaluation est juste fondamentale parce qu'une collectivité publique a une capacité incroyable à faire de la langue de bois sur ce qu'elle réussit, mais il faut vraiment avoir des instruments et des indicateurs qui permettent d'évaluer ces avancées, aussi de critiquer d'ailleurs ces choix ou de les réorienter. C'est une question de légitimité de l'administration et du pouvoir politique municipal, parce que les habitants et les habitantes, les citoyens qui vivent maintenant, exigent qu'au-delà du discours, effectivement, il y ait une évaluation possible, donc une légitimation au travers des résultats, y compris en matière de développement durable, mais c'est également permettre en matière de ressources, puisque cela a aussi été répété, les ressources sont évidemment essentielles pour la mise en œuvre de politiques et d'actions en matière de développement durable, et parfois le choix d'Albor nous a permis de réorienter telle ou telle politique publique en fonction du choix qui avait été fait au travers du processus participatif et de la désignation de 13 objectifs. Il s'agit d'un processus itératif, c'est un peu, nous n'avons pas de loi biodégradable comme le canton, mais ce processus-là est aussi un processus sur 4 ans, avec définition des objectifs, avec chaque année une restitution, pas seulement à l'administration de nos politiques, mais aussi à la société civile, avec au bout des 4 ans une évaluation globale du processus, peut-être l'abandon de certains objectifs, parce que ça a été dit aussi,
On ne peut pas rester sur les mêmes indicateurs, les mêmes dimensions, les mêmes objectifs durant une période infinie, d'autant plus que l'accélération, y compris d'ailleurs en matière de réaction des ressources, l'accélération des telles qu'il nous faut en tant qu'équité locale orientée. Donc c'est très important effectivement pour gérer la complexité et pour gérer l'innovation, d'avoir un système qui soit un système différent, y compris dans la gestion du temps et dans la remise en question de ces objectifs. Vous voyez là les objectifs qui ont été, en tout cas les têtes de chapitre, si je veux dire, en matière d'engagement là-dedans. Vous trouverez le détail au travers des deux brochures qui sont dehors. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette réorientation ou cet rééquilibrage sur les dimensions sociales et économiques, il y a des objectifs qui sont apparus qui étaient, et qui paraissent encore d'ailleurs sans doute à beaucoup, comme comment dirais-je, peu courant en matière de politique de développement durable. Par exemple, sur le domaine de la culture, le choix qui a été fait, c'est de faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux lieux de culture et à l'accès à la culture. Très souvent, quand nous avons l'occasion d'échanger avec les habitants de cette ville, les gens nous disent mais quel est le rapport? C'est dans le cadre d'une politique sur le handicap, ou dans le cadre d'une politique de cohésion sociale. Mais le pilier de cohésion sociale est justement un des piliers du développement durable, et nous devons trouver comme politique territoriale des expressions qui sont originales, entre guillemets, ou qui sont nouvelles, et qui expriment justement le fait que l'inclusivité dépasse les catégories traditionnelles de politique publique. Enfin, pour finir, je peux vraiment, à Charles, la brigade légère, deux objectifs qui ont à voir directement avec les questions d'économie dans les choix des objectifs prioritaires d'Almor. D'abord, ça a été, là encore, dit par mes prédécesseurs, la question des marchés publics. J'allais dire, on a tendance naturellement à voir l'outil marché public comme un outil plutôt de dérégulation et qui favorise le moins-disant et qui n'est pas véritablement un outil spontané favorable au développement durable. Nous essayons en ville de Genève, au contraire, d'utiliser cet instrument pour améliorer sur les dimensions environnementales et sociales, et pour améliorer les conditions de vie de la population dans son ensemble, mais aussi des salariés ici et d'ailleurs qui produisent ces services ou ces biens. C'est l'augmentation des critères environnementaux et sociaux, c'est aussi le recours à des mécanismes peu habituels en matière par exemple de fixation de salaire pour celles et ceux qui travailleront dans les entreprises qui bénéficient de marché public de Genève. Et c'est aussi en matière d'égalité entre femmes et hommes d'utiliser l'aide du marché public pour, dans les entreprises qui travaillent pour la ville de Genève, se garantir qu'elles respectent la loi sur l'égalité et qu'elles ont une politique salariale égalitaire. Donc vraiment, la politique de marché public, d'achat public est un levier extraordinaire au-delà de la ville comme employeur et au-delà de la ville comme consommatrice. Elle permet au territoire d'agir sur les plans de l'économie locale importants. Dernier objectif qui a à voir avec l'économie en ce qui concerne l'engagement d'Almor, la question des produits locaux et de saison. La ville, au travers entre autres, par exemple, des cuisines scolaires, a des établissements qu'elle loue, c'est-à-dire les restaurants et cafés, a fait par un certain nombre d'actions de sensibilisation, d'achat de produits locaux, effectivement non seulement favoriser l'économie locale, mais aussi sensibiliser et former pas seulement les jeunes, mais également les adultes aux implications et aux effets du recours à l'économie locale et aux produits locaux en façon de dimension sanitaire, sociale et économique. Donc, la question de l'économie, même dans la mesure de nos moyens qui sont faibles, en Suisse, je le rappelle, c'est essentiellement effectivement au niveau des cantons que les aspects normatifs, législatifs, mais aussi les outils socio-économiques existent. Une collectivité comme la ville de Genève, qui est à l'échelon international une toute petite ville, moins de 200 000 habitants, c'est effectivement faire preuve d'imagination, d'inventivité, en collaboration avec le niveau cantonal, le niveau fédéral et aussi le niveau régional au travers d'outils comme le projet d'agglomération. C'est d'essayer tout le temps de passer cette transition entre le local, le régional, le national et l'international
et y compris là-dessus, par exemple, en intégrant les principes de coopération internationale dans nos objectifs de développement durable. Donc, l'enjeu pour nous, et ce qui est mis en avant peut-être dans le cadre de Rio +20, c'est effectivement comment aussi la gouvernance, pas seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau local, doit changer pour que nous soyons capables de nous adapter à la complexité et à la réflexion pour aller vite. Et peu à peu, une commune comme Genève, comme d'autres communes qui ont rejoint les engagements d'Albor, se rendent compte que sans modification de son fonctionnement interne, sans intégration des objectifs de développement durable à toutes ces actions municipales, il ne peut pas y avoir de politique locale de développement durable qui ne fait pas le lien avec l'échelon international. Et c'est cette dialectique permanente qui maintenant, pour la ville de Genève, pour nos actions au-delà même des engagements d'Albor. Merci.